Bonsoir. Merci d'être si nombreux ce soir encore. On est très heureux de vous accueillir au CFJ, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Centre de formation des journalistes. Donc, je suis la directrice depuis 1 an. Donc, c'est le troisième événement que l'on co-organise avec l'INA. On est très très heureux de ce nouveau projet. C'est la première année que le CFJ et l'INA s'associent pour organiser des conférences un peu particulières pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez découvrir. C'est un format qui existe depuis très longtemps. Géraldine nous expliquera tout à l'heure. Donc ces 3 conférences ont été totalement organisées par des étudiants de 2e année du CFJ. Donc le premier thème, c'était autour du traitement de la cuisine et de la gastronomie par les médias, tout au long de l'histoire des médias, de l'audiovisuel. La deuxième, c'était il y a 1 mois, c'était sur la conquête spatiale. Et la troisième et dernière, en ce qui nous concerne pour ce partenariat, ce sera donc autour du rap. Donc je dis souvent que c'est comme un documentaire en live avec des invités en vrai qu'on va vous présenter, et des montages d'archives brutes qui ont été concoctés par les étudiants et par toute l'équipe par une équipe de documentalistes de l'INA. C'est un vrai travail collectif. Et vraiment, je tiens à remercier tous ceux de l'INA qui ont aidé les étudiants, qui ont accompagné ce projet qui était tout nouveau, hein. C'était vraiment expérimental, en tout cas de notre point de vue, parce que vous le faites aussi avec d'autres universités. Et merci à eux pour leur patience. Parce que voilà, c'est un métier en fait, hein. C'est ce qu'on veut aussi apprendre aux étudiants. J'espère que ça a été, de chercher des thèmes, de chercher des archives, de travailler sur les droits à l'image, et puis d'apprendre à travailler aussi en équipe. Donc pour nous, de notre côté, c'était une réussite et j'espère que ça pourra se reconduire l'année prochaine. Merci beaucoup. Je suis Géraldine Pousse, je suis de l'INA et donc merci beaucoup au CFJ de nous accueillir et de nous soutenir dans ce projet. Donc effectivement, les lundis de l'INA, c'est un format qui existe depuis très longtemps. Le principe, c'est de présenter des archives et de proposer à des experts de l'image, des experts de la thématique aussi du jour, des acteurs de la société civile, des chercheurs, de nous aider à penser, à revisiter ces archives et à nous dire ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous permettent de comprendre de la société d'aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir bien voulu jouer le jeu. Effectivement, on s'est associé avec le CFJ pour bénéficier du regard de ces jeunes journalistes, de ces déjà journalistes, de ces professionnels du journalisme. Et en effet, les lundis de l'INA, c'est la rencontre comme ça de plusieurs métiers. Donc les métiers de l'INA, qui sont des métiers de l'image, des métiers de l'archive, avec des documentalistes qui connaissent très très bien les fonds et qui permettent d'aller vraiment chercher les fonds les plus pertinents possibles. Et puis, en l'occurrence, des journalistes qui nous ont aidés à repenser aussi l'éditorialisation, le choix des thématiques. On les remercie beaucoup pour cette invitation à aller regarder comment les médias mainstream, le média mainstream qui est la télévision, arrive à parler de ces contre-cultures, de ces cultures alternatives et en deviennent aussi les acteurs, puisqu'au final, on peut dire quand même le rap, vous l'avez vu dans les archives, le rap a existé à la télévision. Voilà, donc merci à tous de nous avoir proposé cette soirée. On vous laisse la parole bien sûr maintenant pour l'animer et pour l'incarner. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci d'être là déjà, bienvenue, on est nombreux et nombreuses. Alors ce soir on va parler de 40 ans de relations complexes, conflictuelles aussi, parfois très ambiguës. C'est celle donc des médias et du rap. Et pour cela, nous avons 3 invités que je suis ravie de présenter. Marie-Sonnette Manoukian, donc sociologue et professeure à l'université d'Angers. Vous avez coécrit avec Karim Amou le livre 40 ans de musique hip-hop en France, disponible aux presses de Sciences Po. Ensuite, Juliette Févé, journaliste et animatrice de l'émission Légendes urbaines sur RFI et France 24, pardon. Vous donnez la parole à de grands acteurs du milieu dans de longs récits. Et puis Marc Bettinelli. Vous êtes journaliste au Monde et réalisateur de la série Rap Business, c'est une série de 4 épisodes pour comprendre l'ascension fulgurante du rap en France ces dernières décennies. Alors, ce sont mes camarades Sybille et Léa
qui vont animer cette conférence. Et voilà, je vous demande d'applaudir toutes les personnes sur scène. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. On va tout de suite passer au visionnage de la première salve d'archives qui se concentre sur le début du rap en France dans les années 80. À tout de suite. Ainsi, comme on a pu le voir, le hip-hop arrive en France comme un produit culturel importé des États-Unis. Et la France s'en empare en fait très rapidement en proposant notamment HIP HOP, qui est la première émission hip-hop au monde diffusée sur TF1. Alors ma première question s'adresse à vous, Marie-Sonnette Manouguian, en pleine story. Désolée. Dès les années 80, il y a comme une certaine volonté de donner de la visibilité au phénomène rap. Tout simplement, comment expliquez-vous un tel engouement dans l'accueil de ce genre musical ? L'arrivée du hip-hop, et notamment du rap en France, mais de manière plus générale de ce qu'on va appeler la culture hip-hop, qui englobe d'autres genres artistiques et disciplinaires. Il est notamment le fait d'un certain nombre d'entrepreneurs et de francs-tireurs du goût, c'est-à-dire de personnes qui vont aux États-Unis, reviennent avec ce son-là, veulent en faire quelque chose, mais aussi d'entrepreneurs qui se disent qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est notamment le cas en 1982, quand 2 entrepreneurs français et une britannique décident d'organiser la tournée New York City Rap Tour, qui est en fait la première tournée de culture hip-hop qui sort des États-Unis pour aller majoritairement en France et sur 2 dates à Londres. Et en fait, en faisant cette tournée, donc il y a notamment Afrika Bambaataa, mais aussi des graffeurs, mais aussi des danseurs, mais aussi des danseurs de Double Dutch qui viennent et qui font cette tournée. C'est seulement 8 dates, mais en fait, avec ces 8 dates, qui vont commencer à rencontrer un certain public et des amateurs qui vont créer dans des réseaux extrêmement restreints. Au départ, c'est des gens qui ont accès au vinyle, qui peuvent revenir des États-Unis. C'est des gens qui vont se retrouver dans des radios d'Happy Few, notamment à Paris. Donc, si on est à Lille, c'est beaucoup plus dur d'avoir ces sons-là, etc. Qui vont se retrouver et qui vont créer ce premier vivier d'amateurs-là. Et ensuite, il y a des gens qui ont fait des paris. Et notamment, on le voit ici, une des personnes qui a fait un des plus gros paris, c'est Marie-France Brière, qui est à l'époque directrice des programmes de Radio 7, qui trouve Sydney, qui est le présentateur qu'on voit dans le 2e extrait, dans une boîte de nuit où il est DJ, et qui se dit tiens, je vais lui donner une antenne, et donc il va avoir une antenne libre, c'est l'époque des radios libres, et il a une antenne libre là-dessus. Et puis Marie-France Brière, il se trouve, est nommée directrice des programmes à TF1, et là, elle va faire encore un plus gros pari, qui est donner une case qui est importante, qui est une case du dimanche, à cette émission HIP HOP, pendant laquelle, en fait, qui est la première émission à l'international, même aux États-Unis, ils n'ont pas ça, sur laquelle on va entendre du rap et surtout on va voir danser du hip-hop sur une émission à 1 heure de grande écoute sur une chaîne hertzienne. Et c'est ça qui va se passer. Et il se trouve, pour les gens qui ont connu cette époque-là d'HIP HOP, ils tombent un peu de leur siège quand on leur rappelle que ça a duré qu'1 an, parce que ça a été finalement tellement un marqueur important qu'ils ont l'impression qu'ils ont vu ça toute leur adolescence, etc. Alors que non, en fait, le pari ne durera qu'1 an, pour une raison assez simple, c'est que ce n'est pas seulement la première émission sur laquelle on voit du rap à la télé, c'est aussi la première émission où un présentateur est noir, tutoie son public, et en plus, ils les appellent mes frères et mes sœurs. Et donc ça ne passe pas, même s'il y a un public très important, et on le voit très bien dans les débuts de NTM, notamment, je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu la série Le Monde de demain, qui est un peu un endroit où on va apprendre à danser. Et donc, on met la télé le dimanche et on apprend à faire la toupie sur le dos, etc. Et donc, voilà, malgré le fait que ça rencontre un public et que très tôt, on parle de rap à la télévision et en plus, on en parle en des termes esthétiques, ce qui, on le verra avec les futurs thèmes, finalement, c'est plus vraiment le cas. Après, on parlera d'autres choses quand on parle de rap. C'est un pari qui marche plutôt, mais qui va s'arrêter parce que TF1 reçoit beaucoup de courriers racistes. Notamment, c'est une des raisons qui est donnée notamment par Sydney et par Marie-France Brière pour dire pourquoi l'émission s'arrête.
Donc une émission qui a duré très peu de temps, presque une étoile filante, en tout cas dans l'histoire médiatique. Cette émission que l'on peut qualifier, enfin en tout cas que Sydney a qualifiée comme révolutionnaire, puisqu'elle a fait briquer la France entière. Juliette Fievé, vous tenez tous les samedis sur France 24 et RFI une émission sur les cultures urbaines. Est-ce que selon vous, un programme comme HIP HOP, donc avec un tel ton libre, voilà, une liberté éditoriale très forte, serait-elle encore possible aujourd'hui sur une grande chaîne nationale et à des heures de grande écoute? Alors, je suis journaliste aujourd'hui. Je suis journaliste d'ailleurs depuis peu. C'est un métier. Je n'ai pas eu la chance d'être dans une chouette école comme la vôtre. Je suis autodidacte. Et je précise ça parce que moi, j'ai été manager de rappeurs pendant 20 ans. Donc, c'est mon premier métier. Et comme on prend les choses de la part de qui ça vient, c'est toujours bien de préciser. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être là aujourd'hui, parce que l'existence même de mon émission Légendes urbaines est issue du fait que je ne supportais pas la façon dont on nous traitait en médias généralistes. Bien qu'étant la première musique écoutée en France et au monde, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire les choses par nous-mêmes. Et donc, j'ai créé Légendes urbaines sur RFI France 24. France 24, qui est en l'occurrence une chaîne internationale, française, et où on fait de grandes audiences. Ce qui est fou, c'est qu'on a fait un saut quantique, mais lunaire. On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait, parce qu'effectivement, comme tu le disais, première émission hip-hop au monde. C'est pas les États-Unis ne l'avaient pas fait, alors qu'en fait, le rap était, ou le hip-hop était beaucoup plus populaire. Tu fais bien aussi de rappeler Afrika Bambaataa, parce que c'est vrai qu'on voit la dame interviewée qui ne comprend pas non plus ce saut quantique entre les Black Panthers et le hip-hop. Il y a quand même la nation Zoulou. Et la nation Zoulou sont les descendants des Black Panthers avec Afrika Bambaataa que tu as nommé. Et donc le hip-hop, c'était le rap, la danse, le graphe, le DJing. Et c'était un état d'esprit. Et c'était peace, love, unity and having fun. Donc c'était construire, mais... il y a énormément de revendications, mais c'était revendiqué à travers l'art. Et amusons-nous et soyons unis. C'était très, très peace and love. Effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé avec HIP HOP de Sydney. Il y a quand même eu Rapline, qui est important. Je ne sais pas, ça a duré 2 ou 3 ans, peut-être 4 ans, même sur M6, avec Olivier Cachin, sur M6. Alors, c'était programmé à minuit, et puis finalement, c'était diffusé à 2h30. Mais bon, quand même, c'était là. C'était en 91, 92, me semble-t-il. Mais c'était pas que le rap a toute sa place, c'est que le rap devrait avoir toute sa place. On parle de TF1, c'est fou. J'ai pour habitude de citer Patrick Lelay, l'un des présidents historiques, qui disait que sa chaîne était faite pour vendre à Coca-Cola du temps, d'espace, de cerveau disponible. Si on suit cette logique à travers les âges, puisqu'on sait bien quand même, service public, c'est encore une autre problématique, mais les chaînes privées, on a toujours, nous, en tant que spectateurs, tendance à se dire que c'est le programme qui est le plus important. En réalité, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va bien mettre entre les pubs pour pouvoir vendre la pub plus chère. Donc, il faut créer des programmes qui font de l'audience et qui nous permettent de vendre la pub voilà, le plus cher possible. C'est une logique économique dont il ne se cache pas. Mais ce qui m'a toujours, puisque le rap est la musique la plus écoutée en France, au moins depuis 10 ans, hein, c'est factuel, c'est des chiffres, si ce n'est 15 ans, je me suis toujours demandé pourquoi le rap, du coup, ne pouvait pas entrer dans cette logique économique, puisque 50%, 60% des Français écoutent du rap aujourd'hui, et le rap a plus de 40 ans. Donc les gens qui ont 50 ans ont en effet connu... parce que là, on voit Ménélique, etc. Mais il y a Assassin, mais il y avait quand même Lionel D, il y avait Dynasty, il y avait Radio Nova, il y avait Cut Killer. Enfin, je veux dire, en 85, 86, 87, les mecs étaient déjà très, très actifs en France. Donc, il y avait déjà un public. Et comment se fait-il, en fait, que depuis toutes ces années, eh bien, les chaînes ont décidé de ne pas diffuser du rap ou d'inviter des rappeurs d'une certaine façon? Je ne peux pas l'expliquer. Enfin, si, je peux l'expliquer. En réalité, je peux l'expliquer, mais ce n'est pas ta question. Donc voilà, l'idée, c'est est-ce que ça a toujours sa place? Ça a toujours eu sa place. Après, il y a une résistance. Et cette résistance est claire, ne serait-ce que quand tu te projettes d'un point de vue uniquement capitaliste, business, etc. Même
quand un directeur d'antenne sait qu'il pourrait faire de l'argent éventuellement, beaucoup plus d'argent en mettant la musique qui fonctionne le plus et qui est la plus populaire, il décide néanmoins de ne pas mettre de rap. Donc oui, le rap a absolument toute sa place. Après, de quelle façon ? À travers quel regard ? À travers quel journaliste ? Comment on présente ces artistes-là ? Comment on les reçoit ? De quelle façon on monte les émissions, ça c'est encore une autre histoire et c'est encore un débat aujourd'hui. Mais comme le rap est résilient, c'est aussi ce qui nous a permis de créer nos propres médias et de fonctionner seul, sans télégénéralisme malheureusement, bien que encore aujourd'hui, ça serait utile en fait d'avoir ces acteurs-là. Et vous, Marc, vous êtes journaliste vidéo au Monde. Tout simplement, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images 40 ans plus tard ? Tu me dis ça comme si j'avais vécu cette Oui, époque. bizarrement formulé. Que c'était un souvenir d'enfance. Alors non, en fait, c'est pas que je les découvre parce que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec ça. Non, ce que ça fait, c'est que je me dis, mais que sont devenus tous ces gens-là qui, en fait, ont eu un rôle énorme au début. Et encore, on ne les voit pas tous. Juliette a parlé de Dynasty, mais on pourrait parler d'Olivier Cachin aussi, dont tu as parlé de son émission. Mais Lionel D qui est décédé dans un quasi-anonymat, Sydney qu'on voit très peu. Je me dis, que sont devenus tous ces gens ? On a vu des mecs, on a vu Rockin' Squad d'Assassins, et qui en fait ont eu un rôle de précurseur qui était hyper important, mais qui derrière n'ont pas accédé énormément à la gloire, si ce n'est, on a vu Joey Star, etc. Donc il y a eu des gens qui ont fait des paris au début, des paris assez risqués, qui se sont bougés, qui ont créé aussi cette culture de la débrouille. On va en reparler, je le dis maintenant, parce que ça va avoir un intérêt dans la discussion plus tard. Qui ont eu cette culture de la débrouille, de créer des compiles, mettre des émissions sur Radio Nova et ensuite en faire des cassettes pour les distribuer en province. Donc ils ont eu un rôle comme ça pour développer l'audience, développer certaines méthodes. On va parler beaucoup de business ensuite, de commerce. Ils ont eu un rôle et tous ensuite n'ont pas pu accéder tout simplement à des moyens financiers, n'ont pas eu un retour sur ce gros investissement en temps notamment et en énergie. Et peut-être si vous deviez qualifier cette période historique, en tout cas ce traitement médiatique dans les années 80 sur le rap, quel adjectif vous choisiriez ? Merci. J'étais née, je viens du Moyen-Âge. 82, j'étais encore trop jeune. Mais pour rebondir, que sont-ils devenus quand même ? Ce que je te disais, donc je ne fais pas de mystère, il y a une explication. Et donc, mais je voulais vous l'expliquer aussi. Pourquoi, en fait, ces acteurs-là, on ne les a plus vus avec le temps, bien qu'il y ait encore des cut killers qui font des choses et qui étaient déjà là à l'époque. C'est qu'en fait, le hip-hop est une culture dont le rap s'est dissocié assez rapidement avec le temps. La danse aussi. D'ailleurs, la danse en premier. Les danseurs étaient un peu les chouchous du hip-hop. Le tag, le graphe, ça faisait un peu... C'était un peu... Voilà, ça lissait les murs quand même. Donc, bien que le graphe est rentré dans des musées d'art contemporain, etc., mais et dans les écoles de journalisme, visiblement, aussi, effectivement. Mais la danse a très vite été, en fait, de l'extérieur, peut-être l'une des disciplines les plus accessibles du hip-hop. Et du coup, les breakers se sont vite retrouvés au théâtre de Suresnes, mélangés avec les gens de la danse contemporaine, etc. C'était accessible. Le rap, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Mais du coup, quand le rap a explosé réellement en France en 92, 93, allez, 95, 96, qu'on appelle l'âge d'or, le rap était complètement dissocié du hip-hop. Le HIP, HOP, nous on disait, oh là là, c'est vos trucs de Zoulou, là, vous tournez sur la tête, c'est pas le truc, en fait, ok, vous êtes mignons, mais c'est une époque qui est complètement révolue parce que le rap n'est plus hip-hop. Et le rap n'est plus hip-hop depuis extrêmement longtemps. Donc c'est pour ça que les mecs ont disparu. Parce que tous les rappeurs qui sont restés hip-hop, tu vois, avec des breakers sur scène, avec des graffeurs qui faisaient des fresques au milieu du concert et qui prenaient tout ce mindset très hip-hop, ils sont devenus très très vite has-been en fait. Et puis après, c'est la mentalité française. C'est important aussi de le préciser. Parce qu'aux États-Unis, on respecte toujours autant Public Enemy, on respecte toujours encore les fondateurs. En France, je sais pas si on a une mémoire assez courte, dois-je dire, mais politique aussi. Elle est souvent courte, notre mémoire politique. On a une mémoire... et en fait,
Alors peut-être aussi parce que les anciens, et encore une fois, moi j'ai commencé dans cette musique professionnellement en 97 ou 98, les anciens n'ont pas forcément contribué à la relève. Ils n'avaient pas les moyens financiers, mais Cut Killer l'a fait en l'occurrence, c'est l'un des rares. Encore une fois, je le cite parce que le double H c'était quand même très très important, c'était des mixtapes, c'était des compilations, etc. Mais comme les anciens n'ont pas forcément aidé ou adoubé les suivants, je crois que les suivants n'ont pas forcément rendu hommage aux anciens qui après ont fait une vie différente. Voilà. Donc ça, c'était une question, c'était pour répondre, mais c'était pas du tout ta question. Non, mais j'ai oublié de la poser, donc ça tombe à pic. Mais sinon, c'était sur un adjectif pour qualifier un petit peu de cette période. C'est maladroit, mais en même temps, c'est maladroit, mais tu peux pas leur en vouloir. Moi qui suis le rap, j'en ai fait ma vie. J'ai arrêté mes études pour me lancer dans le rap, parce que mes parents ils ont adoré l'idée. Vraiment. C'est vraiment le rêve pour chaque parent, surtout en 97. Mais moi, j'ai découvert le rap, je me souviens, et franchement, j'assume, mais vous êtes tous jeunes, enfin la majorité, mais il y avait un groupe, une espèce de boys band dont j'étais folle amoureuse, évidemment, j'avais 11 ans, non, j'avais 9 ans, les New Kids on the Block. Qui a connu? Faites pas les mythos, ce gars. Ah, voilà. Ah, ok. Bon, c'était plutôt bien fait quand même. Il y avait le frère de Mark Wahlberg, ce grand comédien, Donnie Wahlberg. Et en fait, c'était vraiment bien fait. C'était un peu à Justin Bieber, mais bien foutu quand même. Ayez un peu d'empathie, s'il vous plaît. Allez voir les New Kids on the Block sur les réseaux, vous verrez, c'est stylé. Mais les mecs, en fait, du coup, faisaient du break, tournaient sur la tête. Moi, je viens d'un village. Donc, comme tu le disais, les cassettes remontaient pas. Tu as cité Lille, je suis ravie. Parce que moi, je viens de Lille, je suis à 15 km de Lille. Et donc, du coup, les cassettes de Radio Nova, ça remontait pas à Fournan-Web, en fait, concrètement, en fait, dans mon village. Et c'est vrai que j'ai découvert le rap comme ça. Et je les ai entendus dans une interview, les New Kids on the Block parlaient de rap. Je suis allée voir le dictionnaire pour voir si le mot rap existait, en fait. Et évidemment, le mot rap n'existait pas. Et du coup, moi, quand j'ai suivi ces émissions-là, je trouvais pas ça maladroit, en fait. C'est aujourd'hui que je me dis, ah ouais, ils étaient quand même maladroits. Mais en même temps, est-ce que c'était propre au rap? Je les trouve vachement plus bienveillants qu'aujourd'hui, en réalité. Dans les années 80, il y avait plein de choses qui étaient maladroites. Michel Leb était maladroit, tu vois, en fait. Il y a plein de gens, voilà. Tu vois, encore plus. Non, mais donc, c'était un peu dans l'air du temps. Mais je trouvais que c'était quand même bon esprit et ça allait dans, ouah, chouette, il y a une nouvelle culture, il y a un nouveau truc. Le problème, c'est que c'était des gens du rock qui parlaient du rap. On en parlera plus tard. Mais, et je crois que c'est Laurent Bounot, d'ailleurs, qui parle de ça. Et ça, c'est hyper intéressant dans les images d'archives. C'est devenu vachement moins mignon, mais c'était de la candeur et en même temps, je trouve de l'enthousiasme. Et finalement, avec le temps, tu te rends compte qu'en 80, ils étaient vachement plus bienveillants avec le rap qu'en 2023, en fait. Et vous, Marie-Sonnette Manoukian, peut-être un autre adjectif. Moi, vraiment, ce que j'aurais envie de dire, c'est quand même la précocité, s'il faut dire un adjectif, et notamment la précocité de son appropriation en France. Il faut quand même voir que le premier morceau discographique enregistré qui parle de rap et de hip-hop, c'est le Rapper's Delight, par le Sugar Hill Gang, qui parle de hip-hop. Enfin, je ne vais pas le chanter ni le rapper, mais non, vraiment, je ne vais pas faire ça. Mais le refrain, c'est la première fois qu'il y a un jeu sur les onomatopées, notamment sur HIP, HOP, enfin hip-hop. Non, vraiment, je ne vais pas faire ça du tout. Et on est en 79, et en fait, en 82, il y a déjà une tournée de rappeurs et de culture hip-hop de manière plus générale en France. Et en 84, on a déjà une émission qui paraît en France avant même qu'il y en ait une aux États-Unis. Donc effectivement, et en plus on a Annie Cordy et Phil Barnet qui vont faire du rap parce qu'ils voient ce son arriver. Donc en tout cas, ils prennent ce son rappé et ils tentent quelque chose qui va être un rap. Et donc du coup, il y a une appropriation précoce. Et en fait, ce qui est plus étonnant, c'est que pourquoi entre ce 84 et les années 90, et on en parle de rap line qui arrive plutôt au début des années 90, il y a un vide. Et là, c'est comme si le rap disparaissait et avait été une mode éphémère, comme l'a été la tectonique en notre temps. Et là, qui pour le coup va revenir sacrément fort dans les années 90. Et vous, Marc ? J'allais citer la tectonique et je vais m'expliquer. Je pense que si je devais choisir un adjectif, je dirais insolite.
parce que insolite dans notre regard aujourd'hui, effectivement, ça paraît un peu maladroit, c'est marrant même. Et insolite aussi dans la façon dont c'était traité. Je pense à ce journaliste, vous savez, le présentateur qui parle et qui fait beaucoup d'humour. Et ça me fait penser à la façon dont on parlait de la tectonique, alors je ne sais pas, 20 ans plus tard peut-être. Parce qu'à l'époque, là c'est facile de juger a posteriori, mais à l'époque, personne ne pouvait se douter que ça aurait ensuite ce succès. Au contraire, on voyait ça comme un épiphénomène, on le mettait un peu à distance, et c'était ces petits jeunes qui s'amusent et qui vont tourner sur la tête et taguer le métro, etc. Et donc, ça semblait être quelque chose d'insolite. Au mieux, on le traitait de façon un peu humoristique. Au pire, et on va peut-être en reparler, on en parlait avec un dédain énorme, voire du racisme, etc., quoi. Très bien, merci pour ces premières discussions. Nous allons un petit peu avancer dans le temps avec le visionnage de cette deuxième proposition d'archives. Alors, dans cette partie, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent un changement dans le prisme de lecture des médias vis-à-vis du rap. On ne considère plus le rap et plus globalement la culture hip-hop pour sa forme esthétique. On sent vraiment la formation d'un amalgame. Quand on parle de rappeurs, on parle aussi de banlieue, de violence et de casseurs. Marie-Sonnette Manoukian, comment et pourquoi s'est opéré ce changement ? En fait, là, on est à un moment donné où le rap, c'est plus seulement une importation de ce qui se passe aux États-Unis, et c'est pour la première fois des choses qui sont produites directement en France, et notamment 1990. C'est le moment de la sortie de la première offre discographique de rap, puisque c'est la compilation Rap Attitude qui sort en France, et donc qui va être le premier officiellement disque dit de rap en France. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la promotion de cette forme artistique va rencontrer un contexte politique et social particulièrement associés à la violence et aux banlieues, que vont être notamment un certain nombre d'émeutes, les émeutes de Vaux-en-Velin notamment, mais aussi une actualité liée aux casseurs, à des manifs lycéennes, et également en fait une grosse actualité liée au tag, puisque le tag va devenir un espèce de problème public, notamment à Paris et pour la RATP particulièrement prégnant, puisqu'il va s'agir de savoir comment arrêter cette problématique que seraient ces dégradations insupportable pour la RATP et pour la région et la mairie de Paris. Et en fait, pour se saisir de l'ensemble de ces actualités, le rap va devenir, pour les médias et pour le traitement médiatique, une manière de parler de tout ça et d'en faire un espèce de gloubi-boulga thématique autour de cette figure imaginaire, géographique, qu'est la banlieue. Alors je dis bien imaginaire, un imaginaire géographique, parce qu'on est bien d'accord quand on parle de la banlieue, qu'on n'est pas en train de parler de Neuilly-sur-Seine. C'est quelque chose qui, dans l'ensemble des représentations sociales, si vous tapez la banlieue sur Google Images, vous allez tomber sur des grandes tours, etc. Et vous ne tomberez pas sur la mairie des Balkany. Voilà, on comprend de quoi on parle à ce moment-là. Et donc, le rap va rapidement se trouver assigné à cette banlieue. Ça, c'est notamment des travaux de mon collègue, Karim Amou, qui, dans sa thèse et dans son ouvrage Une histoire du rap en France, travaille vraiment cette question-là, de regarder comment il y a un tournant médiatique, ce tournant des années 90, où parler du rap, c'est surtout parler de la banlieue, surtout parler des violences, et en fait surtout parler d'une figure qui, encore une fois, est une figure imaginaire essentialisée du jeune homme racisé, et notamment du jeune arabe, qui est en fait une figure liée à la colonisation, en fait, un raciste, de la médiatisation du rap, qui va assigner cette pratique artistique uniquement à ces questions-là. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans l'ensemble des extraits qu'on a vus. Ce qui, à certains moments, peut être rigolo. On voit que ça énerve très vite. Très vite, le groupe NTM ou IAM le disent en disant « mais nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir parler de comment est-ce qu'on fait notre musique. On est en train de faire des trucs incroyables, c'est-à-dire on est en train d'inventer des méthodes de mettre en boucle des beats, etc. Personne ne nous demande, alors que c'est des questions quand même esthétiques particulièrement intéressantes. Ça, on ne leur demande pas, et donc très vite, ça les énerve. Mais en tout cas, au début, ça peut paraître rigolo. En fait, le problème, c'est que très vite, ça va servir un agenda politique.
et servir un agenda politique qui peut être réactionnaire et en plus particulièrement délétère pour cette jeunesse-là, puisque on va avoir des procès, beaucoup de questions au gouvernement qui vont être posées, des demandes d'interdiction de rappeurs, et donc qui vont faire particulièrement mal à un certain nombre de groupes qu'on a vu ici. Monsieur R, la rumeur qu'on voit à la fin qui aura plus de 10 ans de procès avec le ministère de l'Intérieur, etc. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée, qu'il y a une question plus ou moins liée à la question des banlieues, mais aussi à tout ce qui a trait à un imaginaire colonial assez fort, notamment l'islamophobie, la religion, etc., le rappeur va être un moyen de traiter de cette question-là médiatiquement. Et en fait, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, où on peut dire que le rap est une musique écoutée par 80%, etc., et c'est en lien avec ce que tu disais, en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à avoir des vraies émissions musicales sur le rap, puisqu'il est autant écouté, etc., mais parce qu'on a toujours, malgré ça, une difficulté à euphémiser toutes ces assignations négatives qui ont été mises sur le rap. Preuve en est, encore une fois, je prends actualité de cette semaine, un rappeur Medine qui fait la couve d'un magazine politique Politis et qui se retrouve, comme à chaque fois, accusé des pires des mots, voire même accusé à tort. En général, il attaque en diffamation. Je ne sais pas s'il le fera par cette fois-là, par 2 ministres, notamment une ministre qui explique qu'il est condamné pour appel à la haine, ce qui n'est absolument pas vrai. Et donc, bien sûr, attaqué à chaque fois sur la base de sa barbe et de son appartenance, enfin en tout cas de sa croyance, voilà, parce que, encore une fois, c'est une manière pour ces ministres-là de parler d'une actualité politique qui est l'actualité liée aux retraites en je trouve pas mes mots, en l'assignant particulièrement à cette question des banlieues et des quartiers et des classes populaires en France. Juliette Fievet, vous avez été manager d'artistes pendant 20 ans. Est-ce que vous sentez que cette stigmatisation, elle a été source de frustration pour les artistes? Et est-ce que c'est ça qui les a éloignés des plateaux de télé par la suite? Bien sûr. C'est hyper blessant, insultant. En 95, nous sommes tous très jeunes. On a tous conscience de participer à quelque chose de fondamental. On n'a pas forcément tous le vocabulaire à la hauteur de nos pensées, parce qu'on est plus jeune, on est aussi face à des gens plus âgés, plus en maîtrise de l'éloquence, etc. Donc, c'est toujours difficile d'expliquer. Donc, on se retrouve toujours constamment infantilisé, si ce n'est diabolisé, pour le coup, comme tu le disais. Et puis, avec le temps, on se rend compte, on se dit, mais attends, parce qu'on est français, en fait. Certes de banlieue, pas pour ma part, mais en tout cas tous les artistes avec qui je travaillais, notamment la Mafia Quinfri, Doudou Mastar, Rod Lion, Kerry James. Donc là, on est en plus sur le dur du dur, 78, Mantes-la-Jolie, et puis la banlieue sud, le 94. Et donc, ce sont des artistes qui vivent mal, effectivement, ce gap, parce que en plus de nous infantiliser, d'une façon générale, on nous enlève notre identité française. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a des racines africaines ou étrangères, mais on est tous nés en France. Donc en fait, Lara Fabian, globalement, Annie Cordy, tous ces gens-là n'ont aucun secret pour nous, parce que l'algorithme de notre époque, c'était la télécommande qui était contrôlée par nos parents, en fait. Donc en fait, tous ces rappeurs, je vois Ekoué, La Rumeur, on a grandi avec le Club Dorothée, on a grandi avec Tata Yo-Yo, on a aussi tout ça. Oui, le rap, mais le patrimoine français, on a grandi avec Renaud. Et quand on se rend compte qu'en fait, Renaud, lui, a le droit de dire mort aux vaches, qu'il y a même eu un album qui s'appelle Hexagone, qui est extraordinaire, début 2000, qui consistait à réunir un tas de rappeurs qui reprenaient les textes de Renaud. Et c'était complètement fou, parce qu'en fait, on se rendait compte que Renaud était un rappeur sous une autre forme. Mais quand on écoute Brassens, par exemple, même quand on parle de... Je me souviens, je fais le parallèle avec Orelsan, qui, sur un titre qui s'appelle Sale pute, s'est vu interdire une tournée. C'était... comment s'appelle cette dame charmante qui avait justement... c'était Ségolène Royal, voilà. Donc il a été interdit dans tous les concerts, etc. Sale pute, c'est du 18e degré. Et c'était un hommage en plus à Putain de toi de Brassens, en fait. Mais quand ça vient de Brassens, c'est cool. Ok, on nous sert... Donc nous, on a eu le droit à tout, en fait. Les femmes à poil dans les clips, ok. Mais Clo-Clo, en fait, il me semble que les Claudettes, elles n'étaient pas en col roulé, en fait, les meufs.
Et c'était pas un problème. Je veux dire, c'est de l'art, le Lido, le Moulin Rouge, c'est ce qui fait aussi la France, c'est ce qui fait... Mais dès lors que ces mêmes choses viennent du rap, d'un seul coup, tout est pris au premier degré. Simplement parce qu'en fait, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais là, après la force du nombre fait que, de toute façon, encore une fois, je dis, on a gagné. Mais dès lors que l'on ne considère pas le rap comme de l'art, du coup, tout est pris au premier degré. On peut aller voir des expositions d'art contemporain où d'un seul coup, il y a un mec qui a fait une dinguerie, un point noir sur une toile blanche, et c'est vendu à des millions. Et pourquoi pas? L'art, c'est subjectif. Mais on est capable de prendre du recul sur toute forme d'art, sauf sur le rap. Les rappeurs sont des narrateurs. Donc encore une fois, Ekoué a raison, donc la rumeur, celui que vous entendiez en disant « je vais faire une chanson de karaoké », quand tout ira bien. Mais les rappeurs sont des narrateurs. Les mecs racontent des histoires, en fait. Si Pierre Bellemare était, quand il imite la voix du criminel, si c'était un criminel, à un moment donné, ça se saurait. On sait tous aussi que si les mecs sont dans le grand banditisme et qu'ils ont tué 10 personnes par jour, ils vont pas aller derrière un micro ou faire des freestyles en radio pour le raconter, en fait. Donc c'est d'une évidence même. La France elle-même a produit des artistes ferrés. Enfin, il y a plein. C'est quand même notre signature, l'écriture, le trash. Et c'est formidable en plus. Dans la littérature, il y a eu des trucs trash. Mais dans le rap, non, pas possible. Et donc, évidemment qu'au fur et à mesure du temps, nous, on étaye nos arguments. Et puis, on se rend compte, en fait, de ce qu'on est en train de subir. Il y a eu une énorme frustration. Une énorme. On parlera des victoires de la musique tout à l'heure parce que celle-là, elle est magnifique. Et on s'est retrouvé bloqué pendant de longues années parce qu'on n'avait pas d'alternative. C'est-à-dire qu'en gros, OK, il y avait des labels indépendants qui signaient, mais si tu étais en maison de disque indépendante, tu passais pas en radio. Il y avait Skyrock qui jouait, il y avait Génération FM, il y avait Ado FM un peu, mais en réalité, si tu n'étais pas sur Skyrock, à l'époque en l'occurrence, parce que là maintenant les schémas ont bien changé, mais à l'époque, si tu n'étais pas sur Skyrock, tu n'allais nulle part. Mais si tu étais sur Skyrock, c'est parce que tu étais en major. Et c'est parce que la major t'avait signé et qu'elle avait les garanties financières pour mettre des millions et assurer le réassort si vous deviez vendre des millions, etc. etc. Du coup, 80% des gens du rap, en fait, se sont retrouvés à faire des albums à 30 000, 40 000, avoir des succès d'estime. Si tu passais pas à la Star Academy, si tu passais pas sur des grosses émissions qui faisaient des 13-14 millions, à l'époque, il n'y avait pas Internet, quoi. Bah, t'étais battu. Donc, c'était toujours notre circuit, mais qu'on était déjà en train de construire. Mais il y avait effectivement une réelle frustration. Après, on voit la façon dont on est reçu en médias aussi. Donc, effectivement, beaucoup d'entre eux, moi, j'étais manager de Kerry James. Et on s'est pris un guet-apens d'un autre monde chez Ardisson. Mais parce que tu t'y attends pas, parce que c'est pas du direct, donc tu tournes 1000 ans pour garder 2 heures, donc après ils te font dire ce qu'ils veulent, hein, effectivement. Vous apprenez tous les joies du montage et la magie du montage. Et en fait, Kerry, surpris, impressionné, les caméras, etc., et puis tellement dubitatif des questions, on est venu lui demander, on lui a posé des questions théologiques, en fait. À un moment donné, il vient vendre son album, on vient lui parler d'islam. Le mec, c'est pas un imam, en fait. Et durant de longues années, on a interviewé les rappeurs, et j'ai tendance à le dire, évidemment, même si j'extrapole, je force le trait, mais la veille d'un débat sur le voile, le lendemain d'un attentat. Mais pourquoi, en fait? Quel est le... Les mecs veulent juste vendre leur truc, ou alors... Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, mais on refuse aujourd'hui. Mais j'ai toujours trouvé inadmissible et indécent qu'un éditorialiste politique, s'il interviewe en fait un rappeur, prépare tes fiches, en fait. Travaille. N'insulte pas la personne, en fait. Parce que ça n'a jamais posé de problème d'avoir des journalistes politiques qui posaient des questions aux rappeurs. L'inverse, en fait, comme si moi, j'avais pas préparé mes fiches et je me mettais à interviewer Macron, en fait. Moi, je veux bien. Mais en tout cas, si je le fais, j'ai bossé derrière. Et j'aurais travaillé avec des journalistes politiques. En tout cas, je m'arrangerais pour ne pas être condescendante ou pour ne pas dire n'importe quoi. De tout temps en médias, ce ne sont pas des journalistes qui connaissent, même pas des journalistes culture, qui ont interviewé en fait ces rappeurs. Et j'ai dit, alors évidemment, je vous passe Zemmour parce que là, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a plein. Et tant mieux d'ailleurs, moi je suis contente. Je suis ravie de voir Léa Salamé interviewer Booba sur France Inter. C'est super, en fait. Et elle le fait bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup,
quel est l'intérêt? C'est pour aller en télé, en fait, et finalement se tirer une balle dans le pied et se retrouver face à des gens qui sont incapables ils vont adorer Céline et adouber Céline. On dissocie l'œuvre de l'artiste, tout ça, machin, de la personne, etc. Mais en revanche, Sniper, je me souviens même plus, parce que Sniper n'a pas été cité, mais ils ont pris très très cher aussi à l'époque. Eux, en revanche, je leur dis alors la police, alors nanana. Et en fait, les gars, en fait, systématiquement se retrouvaient dans un tribunal, en fait, et accusés, évidemment. Donc, ça a été vraiment, vraiment source d'énormes frustrations. Mais encore une fois, je le réitère, c'est ce qui fait que le rap est résilient. C'est aussi ce qui a permis aux gens du rap de se dire, enfin, il y a un truc aux États-Unis qui dit, c'est le FUBU, for us by us. Et donc, c'est devenu le par nous pour nous, en fait. Puis avec le temps, maintenant, on fait du par nous pour tous, parce que c'est ça qui est important, de fédérer et d'avoir aussi de la bienveillance envers les gens qui n'ont pas forcément les clés et les codes. Et moi, je me rends compte, je vous refais une digression, j'ai une émission donc, sur France 24, mais France 24, c'est des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. J'ai quand même bien conscience que quand j'interviewe Kalash Criminel qui arrive cagoulé sur mon plateau, ça va faire tout drôle à 2-3 personnes quand même, entre 2 journaux télévisés. Donc il faut faire en sorte que, bah ouais, c'est vrai que c'est... Et en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir, sans faire les singes savants et dans la démonstration, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller et de faire un pas en avant vers les gens qui n'ont pas forcément les codes. Moi, je me mets à la place de gens qui entendent Kalash, criminel, sauvagerie, cagoule. Ok, grosse ambiance. Tu te dis pas de base que c'est pisse. Et tu te dis pas que, comme il l'a dit dans l'interview, que l'un de ses rêves, c'est de monter une fondation pour sauver les petits animaux dans le monde. En fait, spontanément, c'est pas ce à quoi tu penses. Donc, c'est aussi notre rôle de démystifier. Mais ça, il a fallu que nous-mêmes, qu'on se professionnalise et que bah voilà, tout le monde peut pas être rappeur, donc tout le monde peut pas être manager. Donc, il a fallu des années avant qu'on apprenne à s'interviewer entre nous pour ensuite essayer aussi de faire des ponts parce qu'il n'y a pas mieux placé que nous. Mais aujourd'hui, on a l'effet inverse. Du coup, les artistes ne veulent plus du tout aller en médias généralistes parce que je crois qu'ils ont encore peur de la façon dont ils vont être traités. Et finalement, ils n'ont pas tout à fait tort tout le temps non plus, en fait. Marc Bettinelli, vous êtes journaliste au Monde. Est-ce que vous la comprenez, cette défiance que peuvent avoir les rappeurs vis-à-vis des médias traditionnels? Et vous, dans votre travail, comment est-ce que vous faites du coup pour éviter tous ces écueils et ne pas être stigmatisant, choisir les bons mots Ouais, je la comprends. Il y a autre chose. Je vais répondre à ta question. Mais d'abord, il y a autre chose que j'aimerais ajouter, qui est que on a parlé de Karim Amou tout à l'heure, le sociologue, votre collègue, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et il expliquait que c'était cette façon dont les médias ont parlé du rap a été à la base un grand malentendu. Il parle d'un malentendu. Il dit parce que voilà, on a enfermé les rappeurs dans une case, mais c'est à double tranchant ça, parce que c'est certes une mauvaise publicité, mais c'est une publicité quand même. On a aussi beaucoup parlé des rappeurs, et ça a eu plein de conséquences. Ça, on a parlé d'un certain nombre d'entre elles. Il y en a une qui a concerné le rap lui-même, le rap dont lui-même ensuite s'est fabriqué. Le rap a eu cette image de mouvement très subversif, et il y a eu comme un mouvement où il s'est conformé à cette image ensuite. Alors, on pourrait me trouver plein de contre-exemples. Mais dans une certaine mesure, il s'est conformé à cet exemple. Et à plus long terme, les rappeurs ont eu du mal ensuite à sortir de cette image. Et je me souviens d'avoir discuté avec un rappeur qui s'appelle Dean Burbigo, ensuite, qui disait « Mais moi, je veux parler de mon frigo, ma libido ». Or, on me ramène toujours à je suis un rappeur, pourquoi tu dénonces pas ? Et effectivement, les rappeurs pendant longtemps se sont conformés à cette image, et donc eux-mêmes ensuite il y a eu cet effet d'étiquette et ont alimenté ça, et derrière ont eu du mal à s'en détacher. Et donc ça les a poursuivis pendant longtemps. Et donc les médias eux-mêmes, enfin voilà, ça s'enchaîne. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Je comprends que aujourd'hui, beaucoup de rappeurs sont méfiants vis-à-vis des médias. Et on le ressent, d'ailleurs c'est explicite. J'ai vu des journalistes encore aujourd'hui se plaindre des rapports qu'ils pouvaient entretenir avec les rappeurs. Parce que les rappeurs, contrairement à d'autres artistes, en fait, ils faisaient vraiment le distinguo, les rappeurs demandent les questions en avance. Certains politiques font ça aussi et demandent à réécrire, mais c'est pas le sujet. Demandent les questions en avance, refusent les interviews, refusent. Mais qui ça étonne, en fait? Moi, ça m'étonne pas. Donc non, je comprends qu'aujourd'hui, les rappeurs soient méfiants. Rappeurs, rappeuses, on parle peu des rappeuses, mais elles existent aussi. Je comprends même
il y avait un article dans Libération là, récemment, il y a quelques semaines, qui disait que les journalistes plaignent désormais parce qu'ils ont du mal à atteindre les artistes. Les artistes ne veulent plus donner d'interviews. Et donc je comprends même qu'à une époque où aujourd'hui on n'a plus forcément besoin des journalistes, et on va en reparler, hein, je pense que ce sera le sujet de la troisième partie, et que les rappeurs se détournent. Ils créent eux-mêmes leurs documentaires, ils ont des réseaux sociaux, ils ont accès directement à l'audience, ils ont accès à des médias qui ne sont plus les médias traditionnels. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'ils chercheraient à accéder à ces médias-là? D'autant que je peux vous donner un chiffre qui est 63. 63, vous savez ce que c'est? 63, c'est l'âge moyen d'un téléspectateur du JT de France 2. Quel rappeur, aujourd'hui, a un grand intérêt... Gazo, je pense. Gazo. A un grand intérêt à s'adresser aujourd'hui à une audience qui, de toute façon, n'est pas son marché. Ou, effectivement, alors ici, j'ai MC Solar. Et effectivement, Solar, c'est un bon exemple parce que les médias aussi, pendant longtemps, ont construit donc cette image du rappeur subversif, qui s'est également construit chez les rappeurs eux-mêmes. Mais ils ont aussi construit l'image du bon rappeur, du rappeur qui peut plaire aux parents. Et Solar était cet exemple. Pareil, oui, à contre-cœur, et pareil, à double tranchant. Ça a aussi servi le rap, ça a aussi servi à ouvrir des portes. Parce que Solar, il passe en radio au milieu des années 90, il a un succès immense. Les maisons de disques voient qu'il a un succès immense, cherchent à signer plein de rappeurs. Doc Gynéco, etc. Enfin, il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Donc, c'est toujours à double tranchant. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais aujourd'hui, tout ça pour dire que qui a intérêt à aller sur un plateau de France 2, un rappeur, je ne sais pas trop. Alors si, on a toujours un intérêt à la massification, si c'est le choix de carrière auquel on se destine. Mais je comprends en tout cas que sinon, une grosse majorité des rappeurs aujourd'hui décident de se détourner de ces médias traditionnels. Mais du... Pardon, qui t'a choqué, hein, mais c'est une expression, je veux dire, et puis, je peux. Enfin, c'est vraiment le... Et c'est vrai que j'y ai pas... Enfin, on y pense, mais tu l'as super bien formulé. C'est le nègre de maison et le nègre des champs, en fait. Et comme tu le disais aussi, Solar, ça a été un enfer pour lui, en fait, d'être considéré comme le premier de la classe. À lui, il n'est pas analphabète. Les autres, ils ne savent pas que le verbe croiver n'existe pas. Pareil pour Abdel Malik, pareil pour beaucoup d'Oxmo Puccino. Donc, c'est des rappeurs acceptables. C'est des rappeurs avec qui on peut faire un débat. On peut peut-être même éventuellement parler de géopolitique avec eux. Donc, allez parler à vos gars, là, en fait, là-bas. Et tout ça, c'est aussi, encore une fois, l'inconscient, la colonisation, la post-colonisation et cet inconscient collectif qu'ils ont même reproduit, en fait, à travers les invitations faites aux rappeurs ou pas, en fait. C'est vrai. Pardon, mais c'était... Oui. Et du coup, Marc Bettinelli, comment vous avez fait dans la réalisation, par exemple, de votre série Rap Business pour mettre les rappeurs en confiance Non. J'ai une autre réponse qui est je leur ai tout simplement pas parlé. En fait, les rappeurs sont des artistes, sont des marques qui défendent un produit. Alors, je sais que ça peut choquer de dire ça, mais c'est un business, hein, en fait. C'est leur métier. Et moi, dans ma série, qui n'était pas en 4 épisodes d'ailleurs, qui était en 7 épisodes, bref, on s'intéressait aux coulisses, à cette industrie. Les rappeurs ne sont pas forcément les meilleurs pour parler de ce qui se passe en cuisine. Les rappeurs, c'est vrai dans la musique, dans plein d'arts en général, mais les rappeurs sont leurs propres produits, si je peux dire. En tout cas, c'est eux qui défendent leur propre image. Et donc, ils sont beaucoup en représentation, même dans des interviews. Et donc, le choix qu'on a fait, nous, pour cette série, c'est de se dire, mais en fait, il y a plein d'autres gens dans le monde du rap qui peuvent parler de ça super bien et qui ne sont pas forcément les rappeurs eux-mêmes. Et d'autant que moi, je ne suis pas journaliste spécialisé rap. Ce que je sais faire, c'est, et vous l'avez vu, c'est donner des chiffres, analyser des chiffres, interroger des gens qui savent mieux que moi parler de ces sujets-là. Et on s'est dit que, de toute façon, la plus-value qu'on avait, elle ne venait pas dans le fait d'interroger des rappeurs, mais d'interroger des gens qui font le rap et qui sont professionnalisés en fait pendant des décennies, c'est ce que disait Juliette, et qui du coup ont un super aperçu de ce qui se fait. Voilà. Du coup, on va passer au visionnage de la 3e partie des archives. Merci pour vos réponses.
Alors, vu que nous sommes sur des archives bien plus récentes, le rap est désormais, en tout cas aujourd'hui, le genre musical le plus écouté. Je crois que c'est l'heure d'un petit point chiffre. Marc, vous avez quelques clés pour mieux comprendre cette industrie. Ouais, alors j'ai regardé quelques chiffres avant de venir. Effectivement, là, il parle d'un peu plus de 30% des écoutes. En fait, si on prend le top 200, le top album, 200, c'est 57%. Le rap, ça représente 57% des 200 albums les plus écoutés. En fait, la question, c'est comment est catégorisé les chiffres, et notamment moi qui ai travaillé sur les chiffres d'IFK, qui jusqu'à maintenant étaient des chiffres qui étaient utilisés par le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui distribue les disques d'or, etc. En fait, il y a une problématique sur comment les majors ou les maisons de disques ou les labels vont catégoriser le disque, parce que selon la manière dont on le catégorise, il va être plus ou moins dans certains rayons, plus ou moins distribué, notamment dans les centres commerciaux qui étaient jusqu'à maintenant quand même des endroits où le disque était vendu, mais aussi catégorisé sur Spotify, etc., etc. Et du coup, il y a un vrai problème de catégorisation qui fait que souvent, quand le rap vend beaucoup, il est classé en variété. Par exemple, c'est le cas quand on a travaillé sur ces questions-là. Voilà, l'année 2006, on regarde les chiffres, on dit il n'y a pas beaucoup de ventes pour le rap quand même. Et en fait, on va regarder, on voit que Diams, elle est classée en variété, alors que c'est le plus grosse vente d'albums, tout genre confondu, en 2006. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive, forcément, quand on est sur France 2, à des chiffres qui disent juste 30% des ventes. Mais quand on va regarder, quand on travaille sur la catégorisation, et nous, en tant que sociologues, c'est un gros boulot qu'on a fait là-dessus, on s'aperçoit que les chiffres, ils dépassent bien au-delà de ce qui est dit par JFK. Pardon, je suis désolée. Bien fait. En tout cas, 57% donc, du top 200, ça, c'est quand on prend en compte le streaming, qui est comptabilisé donc depuis 2016. Maintenant, je me suis intéressé à qu'est-ce qu'il en est du rap en radio-télé, donc sur les médias plus traditionnels. Donc, pour comptabiliser, donc on prend en compte radio, télé et même les clubs. On va voir qu'il est extrêmement sous-représenté, on est très loin de ces chiffres. Je veux quand même mettre de côté deux exceptions. D'abord, dans les tops, on trouve deux types d'exceptions donc, où on voit encore le rap. C'est d'abord dans les clubs, mais donc ça ne concerne pas les médias. Dans les clubs, on voit des rappeurs qui arrivent dans les top 5. C'est des rappeurs qui ont pris une ambiance un peu plus électro. Ces dernières années, par exemple, il y a eu Eus l'Enfoiré, Gradure, qui eux atteignent les top 5. Même Jul, je pense. Une exception. Ouais, les chichas, effectivement, on a parlé de rap à chicha. Ouais. Deuxième exception, c'est ce que je vais appeler des hybridations. Deux types d'hybridations, c'est soit des rappeurs qui ont évolué vers davantage de pop. Alors, c'est des rappeurs peut-être comme Gims, évidemment, Soprano, des rappeurs grand public qui même vont s'adresser à un public plutôt familial et qui, eux, atteignent les tops. Ou des hybridations qui sont de l'ordre du featuring. C'est-à-dire un rappeur qui va s'associer à un chanteur ou une chanteuse. Et il y en a plusieurs comme ça qui ont atteint les tops. Par exemple, ces dernières années, il y a eu Attic Amel Bent. Il y a eu Angel avec Romeo Elvis, Angel avec Damso. Où, voilà, on va s'attacher à un chanteur, une chanteuse. Il y a eu Julien Doré aussi qui a fait des trucs. Et ça permet de tirer le rappeur. C'est les maisons de disques, c'est un bon arrangement. Donc ça, c'est des exceptions où on retrouve le rap quand même dans les tops. Maintenant, je vais vous donner des chiffres qui sont éloquents pour voir dans tout le reste des rappeurs à quel point on est très loin de ces 57% dont je vous ai parlé. Alors, en 2022, dans le top des albums les plus vendus, j'ai trouvé juste le top album, pas single. Donc quand on prend en compte le streaming, on trouve Orelsan en première position, Ninho en deuxième position, et ensuite on trouve Gazo en 4, Vald en 8. Donc là, on parle de chiffres énormes. Pour arriver dans le top album, il faut vendre énormément. Gazo, avec son album, il est double platine, c'est énorme. Avec son titre Die, il fait, je crois, c'est 100 millions de streams. C'est colossal. Ouais. Donc, ils font des ventes énormes quand on prend en compte le streaming. Maintenant, si on compare ça à ce qui se passe en radio, est-ce que vous savez où se trouve ce titre Die, dans le top 100 radio? Il se trouve très bas, et en fait, je ne peux même pas vous le dire parce qu'il ne s'y trouve pas. En fait, il n'est même pas dans le top 100. Donc, je ne sais pas où il est. Voilà, tout simplement. Dans ce top 100, on trouve un titre d'Orelsan, qui est La Quête. Orelsan, premier vendeur d'albums. C'est La Quête, vous savez, qui est un titre un peu chantonné. La Quête est en 22e position. Ninho, il classe un seul titre en 91e position. Vald, 8e plus gros vendeur d'albums, il classe rien du tout.
Bref, on a une sous-représentation énorme. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est peut-être une coïncidence, peut-être que l'année 2022, blablabla. Je peux vous donner les chiffres sur 2021, je les ai aussi. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais c'est à peu près pareil. Naps, le 2021, c'était Naps, surtout la kiffance, vous connaissez, vous savez ce que c'est, qui lui quand même a réussi à classer son titre 35e en radio, alors qu'il était premier de loin. Et sinon, Booba, qui est 10e plus gros vendeur, il est totalement absent, etc. Bref, ils sont sous-représentés en radio. En télé, c'est à peu près pareil, peu importe les chiffres. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, ils sont sous-représentés en radio et télé, mais que ça s'améliore. Aujourd'hui, le rap, ça représente, je crois que c'est à peu près 10% de ce qui se passe en radio. Alors vous allez me dire comment c'est possible, même 10%, ça semble beaucoup par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est possible grâce à Skyrock, en fait, parce que Skyrock a 80% de sa programmation qui est du rap, et donc ça tire les chiffres. Mais en fait, si on enlève Skyrock, le rap est beaucoup moins présent. Ouais. Bref, 10%, il y a 10 ans, on était à 6%. Donc on est quand même, ça monte un peu, mais ça reste très très faible, d'autant plus si on enlève Skyrock. Mais du coup, cette mauvaise représentation dans les chiffres, elle s'explique aussi parce qu'il y a très peu de place qui est faite, j'imagine, pour la promotion dans les médias. Et dans les extraits qu'on a regardés, Laurent Bounot, il propose une grille d'explication et il dit que c'est parce que dans les rédactions, il n'y a que des anciens 68ards qui, en soi, n'adhèrent pas à la proposition artistique et aux idées des rappeurs. Vous qui travaillez au Monde, cette image, elle est un peu réductrice, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité ? C'est vrai, c'est un peu vrai, et c'est de moins en moins vrai, j'ai envie de dire, et j'en suis un exemple, parce qu'en fait, on est plein de gens comme moi qui arrivent autour de 30 ans, et qui en fait avons grandi avec du rap, et qui donc allons en parler. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi avoir une vision nuancée de tout ça. Même avant moi, avant nous, il y a eu plein de gens aussi qui parlaient du rap. Au Monde, Stéphanie Binet, par exemple, mais je suis sûr que vous en connaissez plein d'autres. Donc, il faut garder une vision nuancée. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se restreindre donc, aux médias traditionnels, quand on parle des médias. Et je vais devoir filer, mais il y a quand même quelque chose qui est hyper important aujourd'hui, c'est que le rap a réussi à développer, ou pas le rap, hein, les médias... Il y a tout un écosystème incroyable qui s'est développé et où le rap est surreprésenté. On pourrait faire une analogie, mais imaginons qu'on prenne un autre genre musical. Par exemple, l'électro. L'électro, la techno, tous ces gens-là, et donc où les artistes seraient les DJ. Mais imaginez qu'on puisse avoir un jeu type question pour un champion où il n'y a que des DJ. Des séries qui retracent l'histoire de ces DJ. Des applications sur téléphone où vous pouvez créer votre label et embaucher des DJ et voir qui va percer le plus. Des médias qui sont concentrés là-dessus. Imaginez que Squeezie, il invite toutes les semaines des DJ et qu'il fasse 15 millions de vues avec. Ça paraît un peu débile ce que je vous dis, mais en fait, c'est ce qui se passe avec le rap. Aujourd'hui, les rappeurs sont partout sur ces médias-là et ils font des millions de vues. Vous allez me... C'est un peu débile, je vais encore vous sortir un chiffre, mais regardez, un JT de TF1, c'est 5 millions de personnes. France 2, peut-être un petit peu moins. Bref, on est autour de 5 millions. Squeezie, il invite... Et donc, un JT, si on a la chance de passer pendant un JT, on passe, vous avez vu les sonores. Ce qu'on appelle les sonores, c'est les bouts d'interview. Hein, on a quelques secondes. Squeezie, il invite des rappeurs. Ces vidéos, elles durent 45 minutes. Il fait, là, sur ces derniers épisodes, c'est des 15 millions de vues. Mais c'est colossal. Je lisais un article récemment, je n'ai pas vérifié ça, mais qui disait que donc, les rappeurs aussi parlent énormément de cette nouvelle génération, et donc il y a plein de nouveaux médias qui se les arrachent en fait. Un bon exemple, c'est Combini. Alors, je n'ai pas vérifié ça, mais ça ne m'étonnerait pas. Combini, parmi ses 12 vidéos les plus vues, 9 concernent des rappeurs. Donc en fait, les rappeurs font des chiffres énormes sur tous ces nouveaux médias. Et donc, je boucle avec ce que je vous disais avant, ils n'ont pas forcément besoin d'aller dans des médias traditionnels qui les ont mal reçus par le passé et qui, aujourd'hui, ne les concernent pas vraiment. Booba, pendant un moment, s'est plaint de ne pas être trop sur France Inter, mais en fait, quel intérêt pour lui, quoi. Justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Merci. Dellaous, il est marrant, mais déjà, quand il dit les rappeurs, mais quand il parle de Soprano ou de Gims, ce ne sont pas des rappeurs, en fait. Ce ne sont plus des rappeurs. Ils ont été rappeurs et très bons rappeurs par ailleurs, mais aujourd'hui, c'est de la pop urbaine.
C'est de la pop, c'est de la variété. En fait, même pop urbaine, ça veut rien dire, en fait. C'est de la variété. Et bon, les chiffres, en effet, sont faux, mais il n'y a qu'à voir. Booba fait le Stade de France. Qui fait le Stade de France, en fait, en artiste français? Qui remplit le Stade de France? J'ai le souvenir de Johnny au Stade de France, parce que je crois que j'en ai entendu parler, matin, midi, soir, partout, tout le temps, événement, Johnny, Stade de France. Booba a rempli le Stade de France. Il n'y a pas un JT qui a parlé de Booba, ni avant, ni après. C'est quand même de la science-fiction. Et là, je vous parle de septembre 2022, donc c'était hier. Donc il y a bien sûr plein de gens qui sont infiltrés comme toi, et c'est quand même une très bonne nouvelle. Chez Télérama, chez Les Inrocks, Le Monde, tout le monde, super. Et donc c'est vrai que c'est un non-sujet en fait, puisque vous avez grandi avec le rap. Donc c'est même pas une question sociétale, est-ce un effet de mode? Donc les choses changent au fur et à mesure. N'empêche que les gens à des postes de haut niveau et les décisionnaires, ils en sont toujours pas là en fait. Et donc c'est vraiment compliqué. Et je crois que le rap parfois se fait même pour être tout à fait objective, parce qu'il faut aussi être honnête avec soi-même. Parfois on se fait une illusion de nous-mêmes. Je suis pas d'accord avec ce que Chill raconte, enfin Akhenaton. Parce qu'en fait, ouais, et c'est aussi typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pourquoi on respecte un peu moins les anciens en France? C'est parce que les anciens, ils ont quand même tendance à dire « Ah ouais, mais les jeunes, mais non, mais c'était pas ça le cahier des charges, etc. » Alors qu'en réalité, je le dis tout le temps, on a gagné. Fin. C'est même plus un sujet. Le rap est la musique la plus écoutée. Mais les musiques urbaines, la musique qui vient des banlieues. Sauf que le rap se fait une illusion de lui-même aussi. C'est que c'est vrai qu'il y a une différence entre Nino, Gazo et Jul. Et qu'en réalité, on a remplacé la variété française. Et tout va bien, c'est formidable. T'as encore des rappeurs comme Furax Barbarossa, Silla, Sola Lune. Enfin, il y a plein de rappeurs qui sont encore sur les textes, l'écriture, etc. Mais moi, Jul, parce que même là, Jul n'est pas cité dans le top. Rien qu'on nous parle d'Orelsan, moi j'adore Aurel. Mais Jul, c'est lui le plus gros vendeur aussi. C'est incroyable, c'est pharaonique ce qu'il vend en étant complètement indépendant. Mais Jul, en réalité, je faisais une équivalence avec un humoriste qui m'a beaucoup aidé. Je crois qu'on a passé une journée à faire cette connerie en s'envoyant des textos. C'est Walidia. Et je disais, mais en fait, Jul, il se rend pas compte que c'est le nouveau Patrick Sébastien, en fait. Mais ouais, Booba, c'est Gainsbourg. Gims, bah, c'est Serge Lama. Aya Nakamura, c'est Lio. Non, mais en vrai, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, chacun... Je sais pas, moi, Soprano, c'est Florent Pagny, en fait. Non, mais... Et le problème, c'est que nous, on n'assume pas tellement ce truc-là, en fait. En se disant, ah non, je suis pas Lara Fabian quand même. Bah si, Aya, t'es Lara Fabian, en fait, 2.0. En tout cas, vous avez pris ces places-là. Et c'est vrai que du coup, comme on n'assume pas ça complètement, mais c'est comme ne pas assumer non plus le fait d'être complètement français, mais parce que c'est un truc qu'on nous enlève constamment depuis qu'on est né, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'on a aussi notre part de responsabilité. On n'est pas toujours très unis entre nous. On aurait pu faire beaucoup plus front. Ce n'est pas toujours le cas. Mais tout ça est associé à un inconscient collectif. Et c'est vrai que parfois, on se sent... on a tous un peu le syndrome de l'imposteur. Et on se sent tous un peu déméritants ou pas forcément à notre place quand on est invité à certaines tables. Et c'est vrai que si on peut faire autrement, il faut autrement. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie. On a vu quand même PNL, ils sont en train de faire... Vous savez ce que c'est un four quand même? Qui sait ce qu'est un four? Enfin, on ne parle pas de cuisine, hein? D'accord. Un four, c'est là où vous cuisinez de la drogue. Ils ont réussi à faire un four dans la Tour Eiffel. C'est un truc de fou, mais pour de vrai. Enfin, pour de vrai, pour de faux, mais voilà. Mais... Donc on avance, on sait que c'est du 18e degré et effectivement, PNL, les mecs ont réussi, comme tu le dis, à faire des stratégies marketing au départ. Eux ne voulaient pas faire d'interview parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas super bons, pas hyper éloquents. Donc ils ont pris le parti de ne pas faire d'interview, même avec les médias rap, en se disant on va être hyper fort en marketing. Mais c'est quand même fou, les mecs, ils ont fait des... partenariat avec Uber, de QR code, tu prends ton Uber, tu as une réduction. Mais c'est incroyable, en fait, ce qu'on a justement réussi à développer. Et ils ont raison. Moi, je suis pour que les rappeurs viennent parler en médias dès lors qu'ils ont la garantie d'être bien reçus, ça c'est un. Et deux, dès lors que ça apporte quelque chose. Parce que quand je vois que les victoires de la musique, encore une fois cette année,
fait gagner devant Tiakola, qui est juste... T'as des chiffres ou pas? C'est toi qui aimes ce chiffre. Tiakola, 150 000 albums vendus. Tiakola, il n'y a pas de discussion. Le rap aujourd'hui, des mecs comme Tiakola, même le rap, Ziak, sont écoutés dans le 7e arrondissement, dans la Creuse, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le 9-3. Enfin, c'est vraiment la musique. Il n'y a plus de sujet. J'étais dans un festival à Grenoble. Certes, à Grenoble, il y a des UP, etc. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait que des gamins et des gamines entre 16 et 20 ans, majoritairement blancs en fait, et qui hurlaient, qui connaissaient toutes les chansons par cœur des artistes les plus pointus, Zola entre autres, etc. Aujourd'hui, Tiakola gagne face à Pierre, parce que du coup on l'appelle tous Pierrot, je me souviens plus, Pierre de Mer. C'est très bien ce qu'il fait, mais Pierre de Mer n'a pas vendu le centième de ce que Tiakola a vendu. Et on a une histoire douloureuse. Je vous rappelle quand même que les victoires de la musique ont osé à 2 reprises. Alors, une fois, ils ont fait Mano. Ok, allez, admettons, Mano face à, je sais plus, MC Solar, je crois. Donc, les gamins qui chantaient dans la vallée. Oh, oh, oh. T'as vu, moi, je chante, j'illustre, tu vois. Les Bretons, ok. Mais en plus, c'était vraiment une époque où le rap, tu devais venir de banlieue, tu devais avoir souffert pour pouvoir faire du rap. Et donc, c'est vrai que c'était hyper insultant que d'un seul coup, Mano se mette à gagner la victoire de la musique du rap. Mais ça, passons. Ça nous a tous un peu traumatisés. Mais le vrai traumatisme, je vous parle, j'ai chaud. Vous voyez, quand je parle de ça, j'ai chaud. Je suis émotive. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous vous souvenez de Michael Young, Fatal Bazooka, Fouta Cagoule, tout ça, super drôle. Nous, on a tous adoré, même dans le rap d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des parodies, d'ailleurs avec Obispo, de James et Vita, etc. Sauf qu'en fait, ça devient beaucoup moins drôle quand c'est Fatal Bazooka qui gagne la victoire de la musique du rap face à Arsenic et à IAM. Donc ça veut dire en fait, c'est le mec qui fait une parodie, l'humoriste, vous le faites gagner c'est vous dire à quel point on nous prend au sérieux. On s'est dit que c'était l'ancien temps, ça l'est plus en fait. C'est toujours le cas. Donc il y a des choses qui sont en train de s'organiser. Mais c'est dur. Ça l'est pas, mais c'est dur parce que je pense que voilà, on fait confiance aux nouvelles générations qui pourront justement passer le mot. On espère surtout que les personnes qui sont plus âgées ou moins familiers avec le rap vont essayer de comprendre, d'entendre et juste comprendre que c'est du divertissement, que le divertissement en France a été super trash. Je vous rappelle, là, il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, mais Elmer Footbeat, vous vous souvenez ou pas? Daniela. Qui se souvient de Daniela? Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, ça vaut le détour. 1 million d'albums vendus, c'était X-Rated. Ça a passé sur TF1, France 2, on faisait la farandole en famille sur des lyrics. Je ne suis même pas prête pour ces paroles, en fait. C'est-à-dire ce que vous avez vu. Non, je ne chante pas. Mais Monsieur R que vous avez vu là, c'est une rigolade. Donc, effectivement, voilà, j'espère que le rap est partout et le rap fédère. Et en tout cas, toutes ces personnes qui viennent des musiques urbaines représentent le peuple français et c'est notre patrimoine, c'est une richesse inouïe. Et on avance, mais encore une fois, moi, je suis un peu pessimiste quand même, parce que pour le moment, j'ai eu victoire de la musique il y a 2 mois. C'est Pierre qui gagne devant Tiakola, c'est pas hyper juste en fait. Un autre point important qu'on a pu voir dans ces archives, c'est l'émergence progressive, et vous avez déjà abordé le sujet tout à l'heure, l'émergence progressive de la figure du rappeur gentil, donc avec le rappeur This Is La Peste, qui s'est lui-même attribué ce qualificatif suite à sa récompense aux victoires de la musique qu'on a pu voir tout à l'heure, ou encore plus récemment dans ce reportage de France 2 qui semble opposer les rappeurs Booba aux plus sympathiques Orelsan et Iriles. Donc ainsi, Marie-Sonnette Manoulian, comment vous expliquez l'émergence de cette opposition? Cette opposition, elle existe vraiment depuis le début. Et en fait, depuis le début, on cherche à nous dire il y a le bon et le mauvais rappeur. Et donc ça, il existe sur toutes les déclinaisons possibles. Alors à un moment donné, on nous a fait les intellos du rap. À d'autres moments, c'est effectivement les gentils. Et d'ici, je pense, en a souffert autant que MC Solaire a pu en souffrir. Surtout qu'il s'est complètement retrouvé piégé sur ce cadrage médiatique chez Ardisson. Vous avez coupé en fait les passages, je pense, qui, dans mon souvenir, mais je ne me rappelle pas, mais qui étaient peut-être les plus problématiques de son
même de son point de vue à lui, c'est-à-dire en fait on a fait venir D6 pour appeler on l'a forcé à appeler au calme et à dire non, il faut absolument que les jeunes rentrent chez eux et stoppent les émeutes, etc. Et ça, il en a souffert longtemps. Effectivement, il le dit un an plus tard, en fait, vous récompensez le rappeur gentil. Et donc ça, aujourd'hui, oui, on va continuer à avoir ce type de traitement médiatique, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le rap, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire le rap, c'est-à-dire un truc au singulier, là où il y a une diversité d'approches, d'âge, de génération, de type musical, d'influence, de manière de rapper, de type d'esthétique visuelle, etc. autour de ça, forcément, on va avoir des mises en opposition, etc., avec des choses qui parfois n'ont pas forcément beaucoup à voir l'un avec l'autre, parce que tout simplement, c'est devenu une musique qui aujourd'hui est dans l'environnement sonore d'un Français sur 3, c'est-à-dire il y a un Français sur 3 qui quotidiennement dit écouter du rap, de 80% des moins de 25 ans, et donc forcément tous les moins de 25 ans n'écoutent pas le même rap, c'est-à-dire que oui, on va dire que les blancs du 16e en écoutent autant que des jeunes hommes racisés dans les banlieues, mais c'est pas forcément non plus le même rap qui va être écouté, le rap de Yankee comme on dit, mais également en fait voilà, il y a du rap pour les petits et c'est normal du collège, et comme il y a du rap pour les vieux de plus de 60 ans. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je commence à dire à la génération de mes parents que je travaille sur ces questions-là, etc., bon, il y a 10 ans, on me rigolait au nez, et puis ma grand-mère me disait avoir fait autant d'études pour ça, franchement, c'est parce que je m'attendais, ma petite fille. Aujourd'hui, eh bien, je commence à avoir des gens de cet âge-là qui me disent « Ah, j'aime beaucoup Orelsan », enfin voilà, qui vont me parler en tout cas des rappeurs les plus connus, etc., qui vont avoir été écouter ça. Donc oui, il y a du rap pour chaque âge, il y a du rap pour des classes sociales très différentes, etc. Et en fait, on n'écoute pas tous le même rap. Je voudrais juste dire un truc sur le cadrage médiatique qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on se rend peut-être pas bien compte parce que ça saute pas aux yeux, mais on voit qu'il y a un nouveau cadrage médiatique autour du traitement médiatique du rap aujourd'hui. C'est notamment sous le prisme du succès. C'est-à-dire que oui, on va plus parler du rap, mais on va beaucoup en parler. Il mérite d'en parler parce qu'il vend beaucoup. Aya Nakamura fait une du Monde, du magazine, mais sur la une magnifique photo, etc., mais sur la une, le sous-titre qu'il y a, c'est Aya Nakamura, le succès à la française. C'est-à-dire qu'on commence, pour que le rap mérite, et pour que... alors, je ne dis pas que Aya Nakamura est du rap, mais en tout cas, dans ce qu'on va appeler l'urbain musical, et donc quand même et puis dans un contexte français, encore une fois, de relations postcoloniales, etc., moi, c'est des choses que j'ai travaillé ensemble, rap et R&B et urbain musical. Pour que ça mérite d'être parlé et de faire la couverture du Monde, il faut qu'il y ait du succès extrêmement fort. Et en fait, on en parle aussi, encore une fois, là, tout de suite, c'est pas le même phénomène que de parler des banlieues, mais c'est le phénomène qui vend beaucoup d'albums, que beaucoup de jeunes écoutent, etc. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore arrivé au point où, de la même manière qu'on peut parler de Lara Fabian, de son dernier album avec qui elle a écrit son morceau, on ne parle pas de ça avec les rappeurs encore. On parle de comment ils produisent, de combien ils vendent, de est-ce qu'ils répondent aux interviews, de est-ce qu'au festival, la salle elle était pleine, etc., etc. C'est un autre cadrage qui est encore un cadrage exotisant et qui est loin, pour l'instant, d'être totalement un cadrage esthétique. Moi, c'est là-dessus que j'ai cherché à voir, c'est-à-dire est-ce que dans les médias généralistes, on commence à avoir des cadrages esthétiques. Et oui, parce qu'effectivement, alors on n'est pas arrivé, mais en tout cas, c'est des choses qui évoluent, mais parce que, comme le disait Marc, en fait, les gens qui aujourd'hui commencent à être dans des positions de pouvoir, de production sur Radio France, etc., sont aussi des gens qui ont écouté du rap. Et un des exemples, alors ça a été l'émission Boomerang avec Augustin Trapenard, qui fait arriver sur les matinales culturelles de France Inter des rappeurs, et pas seulement pour leur parler des scandales, etc., mais pour vraiment leur parler de leur album, de leurs morceaux. On peut penser ce qu'on veut d'Augustin Trapenard, mais en tout cas, oui, il fait venir Booba, mais pas seulement. Ça peut être aussi Attic, ça peut être aussi... SCH, il y a eu plein de rappeurs qui n'étaient pas forcément la triade, enfin il y a un peu plus qu'une triade, c'est-à-dire que sur France Inter, pendant 30 ans, il y a 5 rappeurs qui passent, c'est IAM, NTM, Oxmo Puccino, Abdel Malik et MC Solar. C'est les 5 qui passent pendant 30 ans sur France Inter. Avant Augustin Trapenard, qui commence à faire venir des choses. Augustin Trapenard, aujourd'hui, c'est Rebecca Manzoni qui a pris la suite, qui est aussi quelqu'un qui a une culture musicale, etc., qui continue à inviter aussi des rappeurs. Et ça, c'est
important. Aujourd'hui, l'Access Prime Time de Canal+, c'est Mouloud Achour qui le fait. Pendant très longtemps, c'était Michel Denisot, c'était d'autres types de profils. Mais effectivement, là, ce sont des profils qui arrivent dans des positions de pouvoir et qui vont permettre d'avoir des cadrages esthétiques. Mais pour l'instant, ces cadrages esthétiques, ils sont encore minoritaires. Et je pense que tant qu'on n'arrive pas à avoir ces cadrages esthétiques dans la presse généraliste, on ne peut pas dire que le rap est complètement arrivé. Après, les rappeurs, ils n'en ont pas besoin. Ils vendent. Et effectivement, s'ils veulent leur maison avec piscine, je pense que voilà. Mais c'est une terme de reconnaissance qui est une reconnaissance sociale. Probablement pour plus d'argent, bien sûr. Oui, oui, vas-y. Aujourd'hui, les Darty, que ce soit Darty, le Roi Merlin, toutes ces grandes marques, en dehors du luxe, qui commencent à s'y mettre doucement, la réalité, c'est que, bien sûr, les rappeurs peuvent se débrouiller seuls, mais et ça, la preuve, on n'arrête pas de le dire, mais les grandes marques, les grandes distributions, là où vraiment il y a de l'argent, on parle d'économie, à un moment donné, c'est de la musique, certes, mais c'est aussi un business. Pour le moment, à part le sport, swear, les Adidas, Puma, etc., il n'y a pas de grosses marques françaises ou de multinationales qui finalement collaborent avec des rappeurs. Ils vont collaborer éventuellement avec un festival, les Solidays, qui finalement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les 3/4 des festivals aujourd'hui, les têtes d'affiche sont des rappeurs. Mais du coup, le fait de ne pas être en médias généralistes, ça te coupe quand même de tout un côté business auquel tu n'as pas accès. Donc, c'est bien les streams, mais c'est peu rémunérateur aussi. Et donc, quand même, ça nous limite. Alors que tu as des artistes de variété qui, eux, vont avoir accès à d'autres formes de sponsoring, dirons-nous. Pardon de t'avoir coupé, mais c'est aussi important. Malheureusement, le temps file et on va devoir passer aux questions. En tout cas, juste une petite remarque. J'espère que ça vous a frappé ce soir. Beaucoup d'archives, mais très peu de femmes représentées. Ça aurait pu totalement faire l'objet d'une conférence à part entière, ce qu'on n'a pas fait ce soir. Mais voilà, j'en profite pour vous remercier. Moi, c'est la première fois que je fais une conférence où nous sommes 4 femmes et où le genre masculin est en minorité. En règle générale, alors sauf sur les conférences sur le genre, mais c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas toi, Juliette, si... sur les femmes du rap, on était... Voilà, sur les... Voilà. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention et pour cette très belle conférence qui était super intéressante, ces très belles archives aussi. Du coup, ça m'a inspiré plein de questions, donc je vais vous en poser 2. Tout d'abord, je me disais, au début, vous avez parlé du fait que le rap a vite pris en France plus que dans d'autres pays. Et du coup, on pourrait se poser la question de, étant donné que ça vient des États-Unis à la base, c'est quand même en anglais, la langue est importante. Pourquoi ça n'a pas pris en Angleterre, où l'anglais est quand même la langue principale, et en France, où on ne parle pas anglais? Et aussi, ça m'a rappelé que finalement, ici, en France, les artistes réutilisent beaucoup une sorte de franglais ou même de mélange de langues. La langue dans le rap, c'est important, c'est quand même un art des mots. Et on peut voir que dans, par exemple, Aya Nakamura, le français malien, il y a un vocabulaire rap. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et comment vous réagirez à ça. Et ensuite, dernière question, vous avez vu, on a vu des images d'archives et donc du passé, on entend souvent dire que le rap c'était mieux avant, mais à vous écouter parler, on penserait plutôt que, en fait, non, le rap c'est mieux maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Moi, je peux dire un truc sur la langue. C'est vrai que c'est super intéressant ce qui vient d'être dit. Et ça a joué un rôle primordial. Alors, pour le Royaume-Uni, en fait, la réponse, elle est simple. C'est juste qu'ils sont doublés par les Américains. En fait, ils consomment... Alors, sauf, il y a eu récemment Central C, des artistes comme ça. Mais sinon, c'était des Américains nord-américains, Drake. La France, on n'a pas ça. On est hyper attaché à notre langue. Et on voit que les artistes de langue anglaise sont finalement relativement peu consommés en France. Quand on regarde les top 20, en fait, 17 sur 20, c'est du francophone. Et d'ailleurs, c'est quasiment un cas unique. La France, en Europe, c'est le pays qui consomme le plus son répertoire local. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, dans le top 20, il n'y a aucun Allemand. En fait, on consomme beaucoup du Royaume-Uni, des États-Unis, etc.
C'est pas dû au hasard, ça. C'est le fait qu'on est très proche, on a une culture littéraire, etc. Mais on pourrait dire que c'est le cas aussi dans d'autres pays. En France, on a mis des lois aussi pour protéger ça. On en parlait dans la série Rap Business. Il y a eu la loi Toubon en 94 qui a forcé les radios à diffuser 40% de titres francophones. Et donc, qui a permis de développer tout ce répertoire-là. Et ça existe encore aujourd'hui dans les titres les plus diffusés. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais encore aujourd'hui, ça protège, ça permet de développer ça. Ça a permis à une économie de se mettre en place derrière, à des industries, à des labels, etc., de signer des rappeurs francophones. C'est Skyrock a surfé là-dessus aussi pour diffuser du rap. Donc voilà, la langue, ça a eu un rôle hyper important pour cette musique-là. Après, il y a aussi ce que Paul Gilroy, un auteur américain, appelle l'Atlantique noir. Et en fait, il va montrer comment la diffusion et les appropriations multiples du rap en Europe, et en fait surtout en France, s'appuient sur des circulations antérieures de circulation de musique africaine-américaine, donc autour notamment de la soul ou du disco, mais aussi du funk surtout, pardon, et aussi des musiques caribéennes, et notamment le zouk et le reggae. Et en fait, ces circulations qui existaient déjà, le rap et le hip-hop de manière générale va s'appuyer dessus et s'appuyer sur ce mouvement qui existe de manière marchande, culturelle, transnationale, migratoire, et qui va décrire l'ensemble de cette circulation entre plusieurs capitales de cet Atlantique noir que sont New York, Kingston en Jamaïque et Paris et Marseille en France. Et Londres également, puisque Londres va quand même avoir une appropriation du rap, même si c'est un rap américain, mais beaucoup plus que l'ensemble de l'Europe, ensuite de l'Est, et qui en fait s'appuie sur ces circulations culturelles bien plus larges et qui dépassent complètement la question du rap. Et pour votre question sur est-ce que le rap c'était mieux avant ou maintenant, moi je pense que chaque époque a eu son rap, que moi je commence à être assez vieille pour avoir vu plusieurs époques et pour avoir su quelle était ma bande son des années 2000 au début de la fac jusqu'à la bande son des années 2010 et maintenant des années 2020. Donc moi je saurais pas dire laquelle je préfère, et je suis toujours extrêmement fanatique de ce qui peut commencer à se faire. Voilà, aujourd'hui je vais juste avoir une oreille vraiment presque militante, oui, tournée vraiment vers du rap, notamment fait par des rappeuses, parce qu'il me semble qu'on a de plus en plus de production et qu'on doit davantage, bien sûr, les mettre en avant et notamment les connaître et les faire connaître. Et c'est un travail qu'a fait Juliette, notamment autour de Rennes, et qui a mis en avant un morceau incroyable que j'adore. Voilà. Et voilà. Vous avez tout dit en fait. J'y ajouterai l'Afrique quand même aussi beaucoup, parce que là aujourd'hui il y a Naija, et c'est vrai que quand tu écoutes Niska, a priori tu te dis pas qu'il est jamais allé à Brazzaville ou que la première fois qu'il y va c'est en 2020 en fait. Donc c'est vrai que l'Afrique a aussi donc on a cette ouverture, cette richesse. On adorait évidemment Tupac, Biggie, Snoop, et quand même les mecs sont forts, parce que quand on les voit quand même tous, enfin pas Tupac puisqu'il est mort pour ceux qui ne le savaient pas. Je suis désolée. Ouais, il y a des gens, c'est pas sûr, c'est vrai. Mais quand tu vois le halftime du Super Bowl avec Kendrick Lamar, Dre, Snoop, enfin voilà, c'est la grande classe, effectivement. Mais à plein d'endroits, la raison aussi pour laquelle plein de gens on est attaché, c'est vrai, à la littérature, aux mots. Et les Américains, pour beaucoup d'entre eux, quand tu les traduisais, tu disais ouais, j'aurais préféré pas comprendre ce qu'ils racontent en fait, parce que ça vole pas du tout haut. Alors évidemment aujourd'hui, parfois ça vole pas haut non plus, mais si tu le prends comme de l'entertainment, c'est cool. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'on a créé notre propre langage. Parfois même moi je pleure de rire. C'est-à-dire que le mot chouin, par exemple, parce que celui-là il est magnifique. Chouin, c'est du nouchi ivoirien. Chouin, c'est péripatéticienne. D'accord ? Caris fait un titre qui s'appelle Chouin, qui devient un tube énorme. Finalement, Chouin se retrouve quand même dans le dictionnaire français. Donc c'est un mot, il y a un H, ça pèse au Scrabble, pour le coup. Petit tips. Mais pour le coup, est-ce que vous imaginez les mecs de l'Académie française ? Alors, Chouin, est-ce qu'on le met Chouin ? C'est ouf, en fait. Donc oui, on avance. Et oui, le rap a... on a terminé avec cette époque de « Yo, Ziva !» Les gens me parlaient comme ça. Moi, je disais « Bonjour ».
en fait, parce qu'on ne se dit pas Yo Ziva, ça c'était en 82 en fait, comme c'est né, mais et vous n'imaginez pas à quel point, même, pas seulement des mots, des expressions en fait, ô combien populaires, viennent simplement du rap, donc c'est cool. Et en effet, avant c'était pas mieux. Avant, moi, tous les anciens qui me disent avant c'était mieux, je leur dis non, avant t'étais jeune. En fait, c'est juste ça le truc. Et toutes les personnes qui te diront avant c'était mieux, c'est juste parce que c'est leur Madeleine de Proust, c'est leur nostalgie, leur mélancolie de cette jeunesse. Évidemment, quand tu as vécu le rap, enfin vraiment le début d'une culture avec tout ce que, évidemment, c'est formidable, mais en réalité, il y a énormément de choses formidables qui se font aujourd'hui. Et grâce justement au streaming, à l'accès, parce que moi j'ai d'une époque, il fallait avoir de l'argent pour aller écouter de la musique, acheter de la musique, t'allais au rayon de chez Auchan pour écouter, et puis en fait tu tannais tes parents pour qu'ils t'achètent un disque qui coûtait une fortune. Aujourd'hui, bah, on a accès à tout, et du coup le rap est multiple et mélangé. On revient un peu même avec du rock, les Rage Against the Machine, des mélanges d'électro, de plein de musique. Donc ouais, c'est pas mieux ou moins bien, mais en tout cas ça a de l'avenir. Peut-être la place pour une autre question. Désolée, la personne la plus proche. Il y a quand même des gens qui sont dans l'ombre, les pauvres, ils sont genre ah ben voilà, Darkoum, ah voilà, quand même. Est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre? Non, ou alors il n'y a que moi qui est chaud? Il fait chaud, hein? J'ai aussi un damar en dessous, c'est vrai. Ouais, marche. Ça vous dérange pas, hein? Merci. C'est vrai que j'ai mis des... Alors, moi, j'avais plein de questions, mais je vais me limiter à une seule. En fait, Kanye West, il y a quelques années, il avait dit que le rap était le nouveau rock. Donc, en voyant aujourd'hui le destin de cette musique, et je ne parle pas en termes esthétiques, je parle plutôt en termes idéologiques, par rapport aux paroles, par rapport à ce qui est dit dans les textes, est-ce que le rap ne risque-t-il pas de devenir le même sort tragique que le rock, en perdant de sa puissance subversive, dans la mesure où il est devenu mainstream, et du coup, il a perdu un peu son côté, comme on le dit souvent, son côté critique, son côté oppositionnel. Est-ce que ça risque pas, du coup, de lui enlever sa puissance émancipatrice? Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ben, moi, je vais répondre toujours la même chose. Je pense que c'est, à mon sens, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Moi, je réponds toujours la même chose. Pour moi, le rap, il a toujours été diversifié et il est encore plus diversifié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sans commune mesure la production rap qui sort aujourd'hui par rapport aux années 90. Hein. Dans les années 90, on parlait de 400 albums. C'est encore mon collègue Karim Amou qui a fait cette recension-là entre 94 et 2000. C'est 400 albums qui sortent. Aujourd'hui, on doit être à 400 albums par an. Donc, on est sur une... Voilà, déjà rien que Jul au milieu, il fait la moitié. Enfin, bref, donc du coup, on a une diversité, malgré ce qu'on vient de dire, quand même des productions et de ce qui se fait. Et de la même manière que le rap, quand il sort au début, c'est aussi bien des tubes festifs qui disent juste « Allez, viens, on va danser et on va faire la fête dans les block parties, etc. » À côté de choses beaucoup plus subversives, beaucoup plus liées effectivement à l'histoire des Black Panthers, etc. C'est aussi le cas en France. Enfin, IAM, quand IAM devient justement ce qu'on va appeler mainstream ou en tout cas vent, c'est sur un tube qui est Je danse le Mia et qui peut paraître apolitique. Donc voilà. Moi après j'ai ma réponse en tant qu'auditrice et qui n'est pas une réponse forcément de sociologue, qui est juste de dire que peut-être ce qu'il y a de plus subversif et politique, à mon sens, dans l'avènement du rap sur la scène médiatique française, c'est d'avoir fait advenir sur une scène des personnes dont on parlait, mais qu'on ne laissait jamais parler, qui parlent à la première personne du singulier et qui expriment leur quotidien, des envies, des points de vue sur le monde, etc. Et que ça passe à la radio, ça passe à la télévision. Pour moi, on est sur quelque chose de plus politique dans ce que ça représente en termes de représentation sociale des sans-voix, ce qu'on a appelé à un moment donné des sans-voix, qui aujourd'hui ont une voix extrêmement puissante et tellement puissante qu'elle est dans les oreilles d'un Français sur 3 au quotidien.
ça va être rapidos. Le seul truc en fait qui fait prendre des risques à ce style musical et à cette industrie, c'est la rapidité. Rapidité de production. Les mecs, ils peuvent venir en interview, ils disent ouais, je fais l'album en 3 jours. Tu dis bah tu m'étonnes, ça y est, je comprends pourquoi en fait tu l'as fait en 3 jours. Et en fait, ça va vite. Il y a beaucoup d'étoiles filantes. Évidemment parce qu'on peut streamer, comme on scrolle en fait, on consomme la musique comme son fil TikTok ou Instagram, etc. Mais du coup, on la produit aussi de la même façon. Et je pense que ça, c'est un véritable danger parce que ça va très vite. Que du coup, les mecs prennent comme manager le mec avec qui ils étaient en train de guetter sur le terrain en fait, ou leur meilleur pote qui est pas plus manager que moi boulangère. Donc, et en fait, comme ça va très très vite, nous à l'époque 2000. Admettons, en 2000, il fallait peut-être attendre 2 ans avant de faire un Zénith. Et peut-être que tu feras jamais de Bercy. Là, les mecs sortent, allez, 1 ou 2 bangers. 3 mois plus tard, ils font un Zénith parce qu'ils ont fait des millions de streams, etc., etc. Mais la réalité, c'est que 6 mois plus tard, je ne sais pas trop où ils sont en fait. Et c'est ça qui risque comme disait Dinos tout à l'heure, il faut occuper le terrain, certes, mais il faut quand même travailler. Dinos, en l'occurrence, en est la preuve. Hein. Il a fait un Bercy à l'Arena là, il y a 15 jours. C'est quand même très pointu. Dinos, il n'a pas fait de gros tubes hyper commerciaux. Et pourtant, il fait 20 000 personnes. Mais c'est doucement et sûrement, etc. Attention tout le monde peut être rappeur, il y a l'autotune, moi je fais de la drill, je fais machin et je fais surtout n'importe quoi, donc 3 semaines plus tard il n'y a plus rien. C'est ça qui peut faire s'éteindre beaucoup d'artistes. Mais les vrais, finalement, sur la longueur, que tu sois révolutionnaire ou pas, ça c'est pas important en fait. Chacun son créneau en fait. Il y a des mecs comme Kerry James qui a commencé à l'âge de 12 ans aux côtés d'MC Solar et qui aujourd'hui se retrouve à jouer en acoustique, peut-être même ses textes les plus hardcore, mais en acoustique face à un public qui le suit. Donc il y en a pour tout le monde. Ce qui, dans tous les cas, fait que tu tiens sur la longueur, c'est juste la qualité. Et un mec comme Gazo, tout à l'heure t'en parlais, il a fait un super album, il attend, il va ressortir un album, mais pour un jeune, mettre 1 an à sortir un album, c'est une éternité en fait. Et c'est bien de prendre ce temps-là en fait. Je vais rajouter quelque chose. Je dirais qu'en fait, ce que tu dis, ça pourrait être vrai. Mais les faits donnent tort pour le moment à cette analyse. Ce qui fait que le rap, pour le moment, s'est pas effondré, c'est qu'il a réussi à se renouveler. Et parce qu'il y a une incroyable diversité. Ça vient notamment du fait que le rap, c'est un genre musical qui a des barrières à l'entrée qui sont assez faibles. Je vous invite par exemple à regarder un documentaire qui est sorti il y a quelques jours de Grunt, où il parle du Grand Paris, etc. Et c'est PLK, l'artiste, le rappeur, qui explique ça. Et en fait, beaucoup de rappeurs en parlent. Ils disent que le rap, c'est un genre musical où pour 250 €, on s'équipe en un home studio, une carte son, un micro, etc. Et donc le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée, ça fait aussi qu'il y a eu une offre qui est pléthorique. Et ça a permis à ce genre de se renouveler, parfois avec un effet de cycle, où on reprenait des anciennes recettes en les adaptant, mais aussi en partant dans des directions plus ou moins inédites. C'est ce qui s'est passé par exemple avec PNL, qui a amené quelque chose de très frais, alors qu'on pouvait avoir l'impression de tourner en rond. Donc moi je pense que c'est pas impossible, en fait, que ça lasse, mais que c'est dur à dire, ou qu'en fait cette analyse, on pourrait la cantonner à un certain type de rap, parce qu'en fait il y a tellement de rap différents aujourd'hui que oui, il est possible qu'un certain type de rap, on en est marre de tout ce qui est drill, etc. Mais en fait, il y a autre chose à côté, quoi. Donc oui et non. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir écouté cette conférence qui touche à sa fin. Voilà. Il est 21h30. Ouais.